Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Du 20 au 24 juin, de la Savoie à la Méditerranée, les troupes françaises repoussent les assauts des armées de Mussolini. Un succès incroyable, parfois obtenu dans des conditions extrêmes, à plus de 3000 mètres d'altitude. Partons ensemble découvrir la bataille oubliée des Alpes. Dès le matin du 10 juin 1940, les Panzers de Rommel passent le sud de la frontière belge, direction Dinant, sur la Meuse, contournant la ligne Maginot. Le général Guderian, lui, vise la Manche en passant par Sedan. Il est chargé du gros de l'offensive sur la Meuse. Les Allemands, peu confiants, le plan Manstein est critiqué, n'ont pour seule ambition à ce moment que d'établir des têtes de pont sur la rivière. Du côté allié, selon les plans de Gamelin, on répond à l'offensive ennemie en avançant en Belgique. La phalange géante allemande, selon l'expression de Blumentritt de l'état-major, ressemble à un gigantesque embouteillage quand elle passe la frontière ce 10 mai. Mais elle est prête le soir même à rencontrer la 2e division de cavalerie française. C'est la 10e division de Panzer de Guderian qui s'en charge avec succès. Les Français doivent vite se replier sous les coups conjugués de Guderian et de Rommel sur tous les fronts. Le 12, Guderian prend Bouillon et passe la frontière française au nord de Sedan. Les Ardennes sont franchies. L'après-midi même, les Panzers de Guderian encerclent Sedan. Et la nuit tombée, le front de la Meuse est contrôlé, de Dinant à la forteresse sedanaise. Les forces françaises ont toutes été repoussées sur la rive gauche de la rivière sans pouvoir y faire grand-chose malgré la réussite de plusieurs attaques aériennes contre la Luftwaffe. Mais cette dernière n'a pas encore tout donné. En effet, l'état-major allemand décide, contre ses premières intentions, de ne pas attendre avant de reprendre l'offensive. Et il a besoin du soutien de la Luftwaffe à cause d'un manque d'artillerie. Guderian éprouve des difficultés à traverser la Meuse après la prise de Sedan, se heurtant à une ligne de fortification française sur la rive gauche. Heureusement pour le général allemand, ce réseau défensif n'est pas terminé et mal disposé. C'est en fait plus la largeur de la Meuse qui le handicape que l'opposition composée de troupes de réservistes peut entraîner. Le 10 juin, depuis le balcon du Palazzo Venezia à Rome, Mussolini annonce à une foule en délire l'entrée en guerre de l'Italie contre la France et la Grande-Bretagne. L'armée française s'est effondrée plus vite que prévu, et le Duce entend bien profiter de l'occasion. Pourtant ses généraux sont consternés, rien n'est prêt. La marine marchande italienne n'a même pas été prévenue du danger imminent. En quelques jours, un tiers de son tonnage est capturé. Si la marine de guerre est puissante, elle manque de carburant et ne peut presque pas sortir de ses bases. L'aviation est techniquement dépassée et l'armée manque de tout. Lorsque ses généraux annoncent que les soldats manquent d'uniforme, le Duce rétorque qu'il lui faut juste quelques milliers de morts pour s'asseoir à la table des négociations. Il veut un succès rapide pour exiger Nice, la Corse, la Tunisie et toute la flotte française. Profondément francophile, le chef d'état-major de l'armée, le maréchal Badoglio, ne peut qu'obéir et accepter de combattre ses frères d'armes de la Première Guerre mondiale. Sur le front des Alpes, les Italiens alignent 2 armées fortes de plus de 300 000 hommes. Mais ces troupes, en plus d'être mal équipées, sont peu entraînées et peu motivées. Face à eux, le général Orly a dû retirer ses meilleures unités pour tenter d'arrêter les Allemands au nord. Le 10 juin, il ne dispose plus que de 180 000 soldats, dont 80 000 à la frontière. La plupart appartiennent à des divisions de catégorie B, et rares sont les unités d'élite composées de chasseurs alpins prêts à en découdre. Rien ou presque ne se passe pendant la première semaine, hormis quelques raids aériens italiens sur Toulon facilement repoussés. Le 14 juin, la marine italienne ne parvient pas à empêcher le coup de main qu'une escadre française mène à Gênes. Le lendemain, l'adjudant, le Gloan, réussit l'exploit d'abattre 4 chasseurs et un bombardier au-dessus de Saint-Tropez en une demi-heure. Quand la France demande une armistice le 17 juin, le front des Alpes n'a pas bougé. Sur les Alpes, les 190 000 soldats du général Orly font face aux quelques 450 000 Italiens commandés par le prince Umberto de Piémont.
Les forces françaises s'appuient sur la ligne Maginot des Alpes, qui comprend des fortifications datant de la fin du 19e siècle, modernisées et complétées à la suite d'un projet lancé en 1928. En prévision d'un conflit probable avec l'Italie, alliée de l'Allemagne, ces fortifications destinées à empêcher l'avancée ennemie sont prolongées dans les Alpes. Le long de la frontière, les Italiens, bien que supérieurs en nombre, sont peu entraînés, médiocrement équipés et peu mobiles. En outre, le rempart alpin, mis au point par l'Italie à partir de 1937, en réponse aux fortifications françaises, est loin d'être terminé au moment de la guerre. Dans la nuit qui suit la déclaration de guerre de l'Italie, les Français font sauter tous les ouvrages, ponts, routes, tunnels que les Italiens sont susceptibles d'utiliser pour passer plus rapidement. Toutefois, du 11 au 19 juin, ceux-ci ne tentent que quelques opérations de peu d'importance, vite jugulées par les troupes françaises. Le 13 et 15 juin, l'aviation française nettoie le ciel varois de toute menace aérienne en contre-attaquant les appareils italiens lancés sur Toulon et les aérodromes de la région, tandis qu'elles effectuent des raids aériens au-dessus de Gênes. Le 14, des terrains de Novi Ligure et Turin le 16 et 17. Lorsqu'il rencontre Mussolini à Munich le 18, Hitler affirme sa volonté d'offrir des conditions d'armistice modérées à la France. Aussi, le Duce ne doit rien exiger qui puisse décider les Français à continuer la lutte. L'Italie ne doit surtout pas réclamer la livraison de la flotte, et elle n'occupera que ce qu'elle aura conquis, c'est-à-dire rien. Pour sauver la face, Mussolini ordonne alors une attaque dès le 20 juin. À cette date, les arrières du général Orly sont déjà menacés, car les Allemands sont à Lyon. Une partie des troupes des Alpes est désormais engagée pour ralentir l'avancée de la Wehrmacht, qui marche sur Grenoble. Le 21 juin 1940, l'armée italienne déclenche une offensive générale alors que les Allemands s'apprêtent à la rejoindre, prenant ainsi à revers l'armée des Alpes. En dépit de combats acharnés, la progression des Italiens reste très limitée. Avec seulement 3 divisions de série B de type montagne, la 64e, la 65e et la 66e DI, le général Orly parvient à maintenir toutes les positions à la frontière, sur laquelle l'attaque italienne est un échec général. Aussi, Mussolini imagine obtenir un succès facile contre les Français qui n'opposeront qu'une résistance symbolique. Mais il n'en sera rien. Avec l'énergie du désespoir, les Français s'accrochent au terrain et font face à ce qu'ils considèrent comme un coup de poignard dans le dos. Alors qu'ils entretenaient jusqu'au 10 juin des rapports cordiaux, les chasseurs alpins et les alpini sont contraints à un incompréhensible combat fratricide. Comme la température nocturne atteint les moins 20 degrés, de nombreux soldats italiens sont atteints de gelures graves. Malgré de lourdes pertes, leur attaque ne donne aucun résultat. L'Italie subit même une humiliation. Face à Briançon, les Italiens disposent d'une imposante forteresse au sommet de Charberton. À 3100 mètres d'altitude, 8 coupoles blindées sont armées de pièces de 149 mm qui menacent le territoire français. Fierté de l'Italie, ce cuirassé des nuages est considéré comme inexpugnable. Pourtant, les Français ont réussi l'exploit d'installer 4 mortiers de 280 mm à plus de 2000 mètres d'altitude. Grâce à la précision de leurs tirs, 6 tourelles du Chaberton sur 8 sont mis hors de combat dès le 21 juin. À l'extrémité sud du front des Alpes, Menton est également attaqué,
Mais le fort de Pont-Saint-Louis barre la route du littoral. Pendant 2 semaines, 9 chasseurs alpins défendent ce petit blocos, armé d'un seul canon, soutenu par l'artillerie disposée autour de Menton. Ils interdisent le passage à l'armée italienne, en lui causant de lourdes pertes. Le 25 juin, à l'aube, alors que les Italiens n'ont percé nulle part, l'armistice entre enfin en vigueur. Encerclés, les 9 soldats acceptent de se replier avec leurs armes 2 jours après la signature de l'armistice. Le sous-lieutenant Charles Gros abandonne son ouvrage, mais après avoir fermé la porte et emporté la clé. Dans cette bataille, la France a perdu 400 soldats, dont 37 morts. L'Italie déplore la perte de 5000 hommes, dont 600 morts et des centaines de disparus. Ils permettront à Mussolini d'être à la table des négociations, avec pour seul résultat de pouvoir occuper Menton. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre. C'est le début de la campagne d'Afrique de l'Est par les Britanniques contre les Italiens, à laquelle vont concourir les Belges et Sud-Africains. Le 3 juillet, on voit la destruction à Mer el-Kabir d'une partie de la flotte française par les Britanniques. Le 13 septembre, les forces italiennes sous le commandement du maréchal Rodolfo Graziani envahissent l'Égypte. Le 27 septembre 1940, c'est le pacte de tripartite entre le Japon, l'Italie et l'Allemagne, dirigé contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Comme on l'a vu, en juin 1940, alors que la France vit la pire défaite militaire de son histoire, l'armée des Alpes résiste victorieusement aux assauts des armées du Duce et parvient même à contrer l'attaque à revers menée par les Allemands en direction de Grenoble et Annecy. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.